Welcome to the Shaker Show. Et boum les gars, bienvenue sur un nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Moi, je suis le hôte de ce podcast, je m'appelle Élie Margerin, j'ai la chance d'être Flowmaster pour CrossFit HQ, donc je forme des entraîneurs en France et en Europe, mais je suis aussi avant tout un gros fan de CrossFit, un coach et le honneur d'une salle qui se trouve bien dans le 77 du côté de Meaux. Donc si un jour vous vous perdez à Disney, vous saurez où est-ce qu'il faut aller pour serrer la pogne. Les gars, ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Le dernier épisode du Shaker Show doit dater de l'édition des Games de 2025, sans doute lors d'un débrief en voiture quasi inaudible que j'ai dû faire avec David Lenouvel. Et je tenais à m'en excuser. J'ai été assez absent ces derniers temps parce que j'ai été assez occupé, pas au point d'oublier la communauté du CrossFit, mais simplement, comme certains le savent, si jamais vous me suivez un petit peu sur les réseaux, je me suis lancé dans une nouvelle aventure. Non content d'être associé avec les box de CrossFit Louvre, non content de tenter d'apporter ma petite pierre à l'édifice au sein du French Rodon et également de passer mon mois d'été du côté de Porto Vecchio, pour ceux qui parfois passent me voir à la boxe, j'ai décidé de monter ma propre structure, comme je le disais, du coup CrossFit Mo, du côté du 77. Et c'est vrai que j'ai pris un petit peu le temps de mettre un petit peu la tête dans le guidon pour avancer dans ce qui est pour moi du coup un très gros projet, pour moi et puis pour les équipes avec lesquelles j'ai la chance de travailler, à savoir Mélodie Andréani et Loïc Mingui à qui je passe le coucou. Mais voilà, je me suis retrouvé à ce que ça me manque, ok, de faire le podcast. Et là, je me prête à un exercice un petit peu inhabituel pour moi, puisque je vais faire un épisode un peu spécial, dans le sens où je vais être le seul à prendre la parole. Ouais, je vous entends, bande de bâtards, en train de dire que, oui, bah de toute façon, habituellement, vu que tu coupes toujours la chic de ton interlocuteur, il n'y a que toi qui parles. Mais cette fois-ci, c'est officiel. Pour l'épisode qui va venir, vous allez être enfermé avec moi. Alors, je vais faire un petit état des lieux du CrossFit à l'heure actuelle, sans rentrer dans trop le détail. Je vais essayer de répondre aux questions que vous m'avez posées, puisqu'à la base, c'est au travers de mon compte Instagram du Shaker Show que j'ai récolté certaines de vos interrogations. Et je vais faire tout ça. Mais avant tout, je vais commencer par remercier deux personnes qui soutiennent le podcast depuis un petit moment. Deux entités en tout cas, qui sont du coup mes sponsors officieux, ok, de ces épisodes. Le premier de ces sponsors, c'est Wodengo, et en la personne de Marc, qui m'a toujours beaucoup soutenu pour le podcast, avec qui j'ai eu un échange tout récemment. Donc à nouveau, je le dis, je le répète, si vous cherchez, ok, du bon matériel pour vous entraîner, et notamment des maniques qui sont vraiment fiables, n'hésitez pas à aller vous pencher du côté de chez Wodengo. C'est conçu par un vétéran du CrossFit, il aimerait pas que je dise ça, Guillaume Magnoua, qui va sans doute, du moins je lui souhaite, se qualifier au game cette année. C'est de la bonne cam et c'est un mec très sympa que vous avez sans doute déjà croisé sur des floors de compétition si vous aimez ça. Marc, le patron de Wodengo, donc n'hésitez pas. Mon deuxième partenaire et sponsor officieux de cet épisode du Shaker Show, c'est un groupe de très bons amis à moi. L'un d'eux, on aura l'occasion de le recevoir d'ailleurs sur le podcast pour avoir cette fois-ci un épisode plus business. Cette entreprise, vous la connaissez peut-être, elle s'appelle Taco. C'est une solution pour, on va dire, les compétitions de fitness fonctionnel qui permet entre autres de gérer les scorings en temps réel, de rendre les compétitions plus vivantes. Donc notamment si vous êtes dans le sud de la France, par exemple du côté de Cannes, vous avez peut-être déjà vu leurs solutions mises en place sur certaines compétitions. On a la chance de travailler avec eux au French Rodon depuis maintenant plusieurs années. Moi, c'est vraiment une équipe en laquelle je crois et qui ont, à mon avis, des qualités à faire valoir dans l'environnement du CrossFit. Donc, Taco, si vous avez un projet de compétition de fitness fonctionnel, ça m'arrache un peu la gueule de le dire, mais de course, ok, de fitness fonctionnel, surtout, n'hésitez pas, dirigez-vous vers eux et ils sauront répondre à vos attentes. Voilà. La partie professionnelle et promotionnelle est maintenant terminée, sans compter qu'elle m'a pas rapporté un rond, quelle carotte. Je vais pouvoir du coup me lancer un petit peu dans ce qui pour moi est un peu le cœur de cet épisode. Parce que oui, effectivement, ça fait 6 mois que je me suis lancé dans l'ouverture de CrossFit Mo, et pour moi, c'était une très très bonne opportunité de remettre un petit peu les compteurs à zéro et de boucler la boucle, puisque j'ai toujours eu la chance en fait d'être porté par des gens dans le monde du CrossFit qui avaient une vision claire de ce qu'ils avaient envie de déployer,
que ce soit Daniel Chaffet, quand je l'ai rencontré en 2012, à l'aube de la création, on va dire, dans le dur, c'est-à-dire avec des murs et un lieu de CrossFit Louvre, parce que son projet, il datait de bien avant ça, ou que ce soit en travaillant avec les membres du séminaire staff, notamment la première génération des formateurs de CrossFit, qui pour moi m'ont donné vraiment une vraie vision, une très belle vision de ce que c'est que d'être un entraîneur et de ce que c'est que d'avoir une box. Et bien là, reprendre tout depuis le début, et bien ça m'a aidé à retrouver aussi un œil neuf sur les choses et pas mal de plaisir, pas mal d'interrogations aussi. Et je me suis dit que c'était cool quelque part de boucler la boucle. Un peu comme dans le karaté, si vous voulez, quand on commence à s'entraîner, on fait tout pour avoir une ceinture noire. Et puis une fois qu'on a la ceinture noire, on se rend compte que c'est que le début du chemin. Et les plus grands profs sont ceux qui ont une ceinture qui redevient blanche tellement ils l'ont mise et retirée. Ce qui fait de nous des éternels apprenants, si vous voulez. Et donc, pour cet épisode, je vais revenir sur un certain nombre de choses parce que je peux pas m'empêcher de me crisper parfois quand je regarde un petit peu les réseaux. Je me dis parfois c'est votre cas aussi, c'est-à-dire que la nature ayant horreur du vide, parfois il y a beaucoup de gens qui parlent du CrossFit, parfois avec des mauvaises conceptions des choses, mais avec une vraie sincérité, et c'est la plus grande majorité des cas. Et puis parfois il y a d'autres personnes qui parlent du CrossFit, et comme je dis souvent, ils en parlent, mais ils ont même pas un échantillon sur eux, les mecs. Et donc il y a pas mal de messages qui parfois reviennent, du genre oui, euh, j'ai fait un volume d'entraînement trop important, donc le CrossFit m'a cassé, donc c'est pour ça que maintenant je fais complètement autre chose et que j'arrête, ce qui est une mauvaise compréhension de ce qu'est supposé être le CrossFit, notamment le volume d'entraînement et aussi d'ailleurs la vérité des gens qui sont dans les salles de CrossFit et qu'on entraîne et qui en ont pour la plupart rien à carrer de la compétition et qui sont bien préoccupés partout sauf le volume d'entraînement. Donc ça, c'est une première chose. Et, euh, et des fois, ça vient souvent d'entraîneurs, ce qui, moi, du coup, me choque. Quand tu te dis entraîneur de CrossFit et que tu en viens à cracher sur la méthodologie qui, parfois, t'a donné envie de faire ce métier, peut-être qu'il faut se remettre en question. Peut-être que c'est pas la méthode le problème, mais que peut-être que parfois, toi, dans ton ambition, dans ton aventure, dans ta découverte, peut-être que tu t'es brûlé les ailes. Mais ton cas particulier n'est pourtant pas valable pour tous et en aucun cas devrait porter le discrédit sur une méthodologie qui est portée par 12 000 affiliés dans le monde et je ne sais pas combien d'entraîneurs. Bon, bref. Le deuxième truc aussi qui, ces derniers temps, forcément m'a un peu agacé, j'imagine que c'est le même cas pour tous, c'est le fait de vouloir toujours opposer à tort et à travers le CrossFit et l'Aerox. Voilà, alors que pour prendre des parallèles qui sont simples, si demain vous êtes prof de judo, c'est pas parce que le karaté est à la mode que tout d'un coup, entre deux ippon serrés, vous allez commencer à mettre des grands mawashi-giri. Je pense que la plupart d'entre nous, on est très contents que les gens se mettent à l'activité physique. On est tous contents, si c'est des athlètes qui pratiquent le CrossFit, qu'ils aient l'opportunité, entre guillemets, de vivre un événement qui les fait marrer dans des endroits qui sont plutôt jolis. Je pense qu'à côté de ça, ça a ramené pas mal de clients dans les salles de CrossFit. Et puis pour ceux et celles qui ont décidé d'avoir une affiliation Aerox en plus d'avoir une affiliation CrossFit, eh bien félicitations parce que ça veut dire que vous respectez aussi les règles, la propriété intellectuelle qui vous appartient pas et que vous avez décidé de porter un drapeau supplémentaire. Et moi, j'ai rien à dire là-dessus. Cela étant dit, je vous le dis tout de suite, si vous comptez vous pointer à CrossFit Mo pour pousser un sled et faire des burpees bro jump, c'est pas chez moi que vous ferez ça. mais c'est pas parce que c'est pas parce que je trouve que c'est pas bien, c'est juste parce que moi ça me passionne pas. Et je pense que si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous partagez au moins en partie cette même passion, qui est cette méthode d'entraînement qui a été créée par Ray Glassman et qui, moi, me sert d'outil au quotidien pour amener, oui, certaines personnes à de la performance, mais surtout une grande majorité des gens à plus de santé, plus de bien-être, plus de fun. Et voilà, et c'est l'outil que moi j'ai choisi d'utiliser, et j'imagine qu'il y en a d'autres, et j'imagine que l'Aerox peut en être un, mais c'est simplement pas celui qui me passionne. Et donc ces débats stériles-là aussi m'ont un peu fatigué. Et voilà. Et ma dernière source de crispation, c'est quand même tout ce qui concerne le coaching en ligne. J'ai rien contre ça dans l'absolu, mais coacher en ligne, c'est rarement du vrai coaching. Voilà. C'est une version altérée, édulcorée, moins pointue de ce que c'est que d'avoir un coach véritable. C'est pas pour autant que c'est forcément mal, dans le sens vaut mieux un coach en ligne très investi dans son projet et professionnel qu'un coach présent physiquement qui regarde le plafond et qui est peut-être un petit peu poncé. Mais, euh, mais néanmoins, pour ceux qui, pareil, me suivent un peu, parfois j'ai eu des petits échanges un peu houleux parce que je trouve que c'était respectueux parfois d'opposer les deux et de pouvoir sous-entendre qu'un coach en ligne, il serait moins pertinent qu'un coach
investi et présent sur le terrain. Donc voilà, je tenais juste à démarrer par ça. Je n'ai pas du tout envie d'avoir un ton négatif sur le podcast, mais en tout cas, je voulais vous dire, voilà, ce podcast, il se destine aux gens qui aiment le CrossFit, qui en voient l'utilité, les bienfaits au-delà de la compétition, mais qui ont le droit de kiffer la compétition parce que c'est quand même très marrant. Et il est aussi là pour les gens, si jamais vous êtes entraîneur, qui peut-être font de l'argent avec des produits digitaux. Moi, je ne suis pas le dernier à vendre certains de mes services, mais qui quand même sont passionnés par le fait de coacher des gens qui sont présents avec eux. Un groupe qui est présent dans une salle de 200 mètres carrés sur lequel vraiment vous pouvez mettre la main, vous pouvez les spotter, vous pouvez les assister, vous pouvez regarder dans le fond de leurs yeux ce qui se passe pour tenter de les pousser à aller un peu plus loin que ce qu'ils ont envie de faire normalement. Bref, voilà, ça en tout cas pour moi ça me plaît, ça a une vraie valeur, ça n'enlève rien aux autres. Mais j'avoue que parfois ça m'a agacé quand j'avais l'impression qu'on nous chiait dessus. Voilà. Maintenant, maintenant que ça s'est dit, je vais avancer un petit peu parce que dans les questions qui m'ont été posées au travers d'Instagram, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient intéressantes. Donc vous l'avez compris, tout ce qui va concerner la vie de Honor, le côté 100% business, ce que c'est que d'avoir une box, je vais le garder pour un autre épisode, avec d'autres invités, pour avoir des gens qui ont de l'expertise et de la pertinence. Parce que moi, j'estime avoir certaines connaissances, mais certainement pas d'expertise. Sinon, je ne passerai pas mon temps à envoyer des SMS à l'ancienne responsable commerciale de CrossFit Louvre pour lui demander des conseils et récupérer un petit peu de force. Donc Sophie, si tu entends cet épisode, j'espère que tu te reconnaîtras. Mais néanmoins, il y a quand même des choses sur lesquelles je pense que je peux vous conseiller, puisque l'une des questions qui m'a été posée, c'est de savoir quels étaient les meilleurs événements organisés dans une box. Et en fait, cette réponse-là, il n'y a pas de réponse toute faite, mais le premier truc à comprendre, c'est que l'événement, c'est une chose, mais les gens, ils viennent pas pour faire des mouvements, des thrusters ou des choses comme ça. Les gens qui vont venir dans une salle de CrossFit, ils y viennent parce qu'ils ont besoin d'avoir une espèce de troisième lieu. Ou du moins, si vous voulez avoir une box qui fonctionne, à mon sens, il faut que ce soit une sorte de troisième lieu. Un endroit où ils vont se sentir un petit peu vivants, ils vont se sentir vus, et on va pouvoir véritablement s'occuper d'eux. Après, vu que les différentes communautés ne se ressemblent pas, peut-être que parfois, avoir le sentiment d'être vu ou faire ce qu'il faut pour sa communauté, c'est peut-être organiser des compétitions. Bon, et en vrai, dans le monde du CrossFit, je vous recommande quand même d'en organiser au moins une par an dans votre salle, ne serait-ce que pour vos adhérents ou pour la communauté de boxe qui est autour de vous, notamment pour donner aux athlètes les plus débutants l'opportunité de se challenger, surtout si vous les avez fait goûter à l'open, par exemple. On aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est pas toujours dans cette direction que va une communauté. Et parfois, faire en sorte que les gens se sentent vus, ça passe par d'autres choses. Ça peut passer par des choses parfois un peu anodines. Moi, ça me crispe aussi un peu parfois, mais depuis le début de l'année, on a fait une journée pour la Chandeleur. Là, samedi, on fait un brunch. Donc c'est tout le paradoxe quand même d'être dans une salle de CrossFit et de créer des moments pour se réunir, pour manger des cochonneries parfois riches en produits transformés. Mais pour le vivre ensemble, pour la connexion, pour montrer aux gens qu'on s'intéresse à eux, c'est quand même des opportunités qui sont importantes. Et ça peut être un premier volet. Vraiment créer ces moments de vie-là, ce qu'on appelait avant les stinking and drinking, qui parfois peut-être c'est un peu perdu, c'est-à-dire les gens s'entraînent et puis après ils boivent une bière, peut-être parfois on fait un barbecue. Je pense aux copains de Jonas qui sont assez friands de ce truc-là et qui m'en ont fait partager un d'ailleurs une fois et c'était assez mémorable. Ça peut être un truc à faire. Là, moi, récemment, ce que j'ai tenté de mettre en place, c'est d'essayer d'apprendre des choses sur mes adhérents, et notamment peut-être sur les choses qui les concernent en dehors du monde du CrossFit et qui pourraient me servir comme de levier pour l'ensemble de la communauté. Donc, par exemple, moi, dans ma box, j'ai un garçon qui s'appelle Thibaut, je sais qu'il organise une course d'obstacles, une fois par an. Donc vous voyez, je suis pas si fermé que ça, parce que les courses de fitness, ça m'emmerde, mais pour autant, qu'est-ce que je serais content de motiver mes athlètes à aller faire la course qui est organisée par Thibaut, qui est l'équivalent d'une Spartan Race dans la boue, si je le fais simple. Pourquoi ? Parce que c'est un adhérent que j'aime, je trouve que dans la communauté, il amène quelque chose vraiment d'intéressant, et au-delà de la relation qu'on a ensemble et du fait que je suis content de le coacher, je me dis dépasser ses attentes à lui, l'aider, entre guillemets, à le renforcer dans sa propre aventure, finalement, c'est peut-être le truc que je peux faire en tant qu'honneur de boxe. Parfois, là, j'ai une de mes athlètes, par exemple, qui a une association
d'aide aux parents qui ont un enfant ou plusieurs enfants en situation de handicap. Bon, on apprend ça au détour d'une conversation et puis tout de suite au sein de l'équipe, on se dit tiens, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour organiser quelque chose qui nous permettrait peut-être de faire connaître son association, qui nous permettrait peut-être de lever un petit peu de sous. Ok, on fera peut-être pas des fortunes. La box dans laquelle je suis à Meaux est ouverte depuis 3 mois. J'ai 102 adhérents. Mais on cherche, on se dit tiens, pourquoi pas faire un 10 km rameur en relais, pourquoi pas faire ça payant, peut-être juste 10 euros par équipe de 3, ce qui fait 3,50 €, ok, à peine par tête, et servir de ça en même temps, pourquoi pas pour avoir un petit peu d'ouverture et même pourquoi pas de la prospection, en demandant pourquoi pas d'avoir une personne qui ne fait pas partie de la boxe dans chaque équipe, avec quelque chose d'aussi peu intimidant que le rameur, ça peut fonctionner. Donc on fera ça dans les semaines à venir. J'espère que ce sera un succès. Je pense que ça peut l'être. Et j'espère que comme ça, Marion, pour pas la nommer, elle saura que c'est quelqu'un qui est important pour nous au sein de la boxe. Et qu'en vrai, même si on peut pas mener toutes les batailles, on sera content de venir filer un petit coup de pouce aux gens qui font partie de la communauté, aussi pour leur rendre au final ce qu'ils nous donnent, au-delà des sous et au-delà de la confiance. Donc pour moi, ça, c'est vraiment des types d'événements qui font vivre la communauté, qui peuvent vraiment permettre de souder une box. Et le dernier point, on vend finalement deux choses en termes de compétences professionnelles dans le CrossFit. On vend de la santé, de la meilleure forme physique, ça c'est certain. Et puis on vend aussi de l'expertise, on vend du savoir. Et je pense que de ce côté-là, toute la partie coaching, bien sûr, on la donne au quotidien, mais que on a tous nos zones de frustration quand on coach. Parfois, on manque de temps, parfois, on regrette de ne pas avoir adapté les mouvements correctement. Et donc, créer des opportunités pour amener plus de valeur aux adhérents, quitte à rendre ces événements payants, c'est une bonne chose à faire. Peut-être utiliser des dimanches après-midi ou des samedis après-midi si vous n'avez pas de classe pour faire des workshops de gymnastique, pour faire des workshops d'haltérophilie. Moi, dimanche, là, je donne un workshop sur la nutrition. Vous voyez, un format qui est simple, 3 heures de temps, 1 heure et demie de présentation sur les grands principes fondamentaux de la nutrition dans le monde du CrossFit. Peut-être quelques éléments un peu concrets issus de mon expérience personnelle autour de l'alimentation, c'est-à-dire que c'est vraiment juste du conseil, de l'information, du dialogue, quelques questions-réponses, et puis ensuite un entraînement partagé tous ensemble. Juste pour un petit peu gratter la surface, amener de l'information et puis peut-être espérer que cette information amène à des réflexions et des changements chez certains de nos athlètes qui en ont besoin. Pour ceux qui aiment le CrossFit, pour ceux qui ont passé le level 1, c'est tout le paradoxe. Dans l'imaginaire ou dans la conception du CrossFit, on a ce qu'on appelle la pyramide du développement théorique de l'athlète. Et la nutrition est supposée être la fondation qui soutient tout le reste. Mais dans la vérité des faits, on apprend souvent plutôt à nos athlètes à faire du keeping pull-up qu'à commencer vraiment à agir sur la qualité de leurs aliments. Donc c'est tout le paradoxe. Mais c'est normal. Il faut attendre que les gens soient prêts. Mais pour autant, si on peut provoquer ce changement par de l'information, il faut le faire. Le deuxième, on va dire, sujet qui a l'air de pas mal vous avoir préoccupé dans les questions que vous m'avez posées, c'est la transition la plus pourrave que j'ai faite depuis longtemps. C'est encore plus pourri quand c'est Gauthier qui me faisait mes transitions. Mais je lui fais un bisou quand même à Gauthier. Le deuxième sujet, c'est l'Open. On m'a beaucoup demandé ce que moi j'avais pensé de l'Open de 2026. Bon, alors la première chose, c'est que peut-être que moi, mes opinions, elles sont un peu moins passionnées que les autres, parce que pour tout vous dire, j'ai dû commencer à faire l'Open sans doute officieusement en 2011, 2012. Moi-même, je ne m'en rappelle pas. Quand j'étais flic et que je m'entrais dans une salle de sport qui était un peu accessible à la police et où à l'époque j'ai déjà raconté cette histoire 1000 fois, vu qu'il n'y avait pas vraiment de matériel fait pour faire du crossfit, il n'y avait même pas vraiment de box, on faisait en fonction de ce qu'on comprenait à ce moment-là du crossfit, il n'y avait pas ou peu de standards de mouvement qui étaient respectés, je m'en excuse, mais en attendant, voilà, c'était un peu du grand n'importe quoi, mais c'était ma première exposition. Et là, officiellement, je crois que mon badge sur CrossFit.com, il dit que c'était mes 14e Open. Donc, peut-être que mes opinions sont moins passionnées que les autres, parce que aujourd'hui, pour moi, c'est plus quelque chose qui fait partie de mon mode de vie. Un truc dans lequel je me lance chaque année aussi par souci d'exemplarité, parce qu'aujourd'hui, dans la salle,
que j'ai la chance de co-diriger, bah, on va mettre l'étiquette qu'on veut, owner, coach ou mec qui traîne toujours derrière le banc de l'accueil à se faire des shakers. Ça peut beaucoup être moi, ça. Mais je le fais surtout pour inciter les autres, ok, à le faire, et puis aussi pour me remettre moi-même en question tous les ans au niveau de ma forme physique et me dire, bah tiens, vas-y Marjorin, te laisse pas faire, quoi, bagarre-toi encore un an de plus et avance. Et donc tout ce que je peux vous dire sur l'Open, c'est déjà qu'en tant que honneur, bah, je suis bien content que ça dure que 3 semaines et pas 5. Parce que pour ceux qui dirigent leur salle, vous savez très bien que c'est beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts. Nous, ici, les jeudis soirs, jusqu'à minuit, on s'est retrouvés à faire passer des vagues, à manger et à faire un peu le ménage. Donc 3 semaines, c'était très très bien. Je pense que ça a très bien fonctionné et que ça fait plusieurs années que c'est comme ça et que ça ne doit pas bouger parce que c'est top. Et puis que ça ouvre la porte sur les quarts de finale qui vont finalement arriver d'ici quelques jours. Euh, en ce qui concerne le reste, bah moi j'ai l'impression que, en tout cas je sais que d'un point de vue chiffre, cette édition de l'Open a mieux marché que celle de l'année dernière, où vraiment CrossFit avait pris, pas forcément que CrossFit avait pris des coups, mais il y avait tellement de négativité en ligne à ce moment-là que finalement ça a eu un impact, parce que cette négativité a eu un impact sur les gens qui s'intéressent le plus au CrossFit, à savoir les coachs et les owners. Et puisque parfois ce que tu penses devient ce que tu dis, devient ce que tu fais, devient qui tu es, et ben cette négativité, du moins c'est ma théorie, parfois sans qu'on le veuille vraiment, elle s'est un petit peu transmise, ok, par porosité aux adhérents. Et cette année, bah, c'est un peu l'inverse, quoi. C'est même parfois sur les réseaux quand je regarde, j'ai l'impression que les gens ils en ont un peu marre en fait de la négativité à tout prix. Et c'est vrai, c'est super chiant, donc il faut arrêter avec ce truc. Et donc cette année, l'Open a beaucoup mieux fonctionné dans les salles affiliées. Il y a beaucoup plus d'inscrits que l'année dernière. Je ne sais pas le chiffre exact. Prenez vraiment ce que je vais dire là avec des pincettes, mais je crois qu'on est à plus de 240 000 inscrits. Et si ça se trouve, les gens qui travaillent pour le département affilié me diraient sans doute que c'est sans doute plus. Mais donc c'est bien, c'est solide. Ça montre aussi la résilience du CrossFit que peu importe bah, les polémiques, les problèmes, la négativité, le ci, le ça, bah, la méthode fonctionne, la communauté est forte. Et donc, on parle d'exemple de résilience. Bah, le CrossFit, c'est particulièrement résilient. Et puis, ensuite, pour ce qui concerne bah, moi, mon cas personnel, c'est vrai que j'ai fait une grosse propagande, hein, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai quand même réussi à avoir l'équivalent de 60% ou 70% de mes adhérents qui étaient inscrits. Je dis 70% parce qu'en vrai, entre le moment où les gens se sont inscrits et le moment où vraiment l'Open, ça a démarré, j'avais fait des membres en plus déjà, donc c'était parfois pas si évident que ça de leur mettre le nez dans l'Open tout de suite. Mais, euh, mais en tout cas, plus de 50 personnes qui ont fait l'Open dans une box qui avait moins de 3 mois et qui se sont vraiment pris au jeu, qui se sont vraiment amusés, qui se sont dépassés et sans se prendre la tête, sans faire de ridoux ni rien. Et si je peux vous donner un conseil pour aider en fait l'Open à être un succès chez vous, si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, parce que je dis toujours que c'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'inscrits à l'Open pour être dans une salle affiliée CrossFit qui fonctionne excessivement bien, mais je reste intimement convaincu que le fait d'avoir beaucoup d'inscrits à l'Open est le signe, ok, que dans une communauté d'une box, tout va bien. Et en attendant, moi, je me suis rendu compte que l'un des freins, c'était sans doute pas les sous. On pense toujours que c'est de payer 20 balles, alors que tu vas aller au cinéma, tu vas payer 20 balles, tu vas garer ta voiture à Paris 3 heures, tu vas payer 20 balles. Non, le frein, c'est que les gens, pour eux, c'est nébuleux en fait d'aller sur le site internet et de se faire leur compte et de s'inscrire. Néanmoins, si vous êtes capable de mettre ça en place, nous c'est ce qu'on a fait ici, on a fait un pack, on offrait un t-shirt et l'inscription, et du coup on inscrivait les gens à partir de notre ordinateur en leur créant leur compte. Finalement, ça enlève ce frein, et à partir de là, bah, c'est beaucoup plus facile. Et ensuite, en ce qui concerne la programmation, alors, j'ai vu parfois des gens péter les plombs, mais c'est vraiment drôle. Péter les plombs sur le répertoire gestuel, etc. de l'édition de l'Open de cette année, comme quoi il y avait trop de squats, trop de ci, trop de ça, qu'on n'a pas eu les double under, qu'on n'a pas eu machin. L'Open, ça reste la première phase d'un test de fitness. Il est conçu par Dave Castro, qui est un monsieur qui formait des Navy Seals, qui, je pense, porte vraiment ou à qui ça tient vraiment à cœur cette idée d'être d'être prêt pour l'imprévu et l'imprévisible. Donc, plus moi j'ai entendu des gens dire ouais, de toute façon il n'y aura pas de thruster parce qu'on avait déjà fait des wall balls, plus je me suis dit bah vous savez pas, hein, avec Dave, justement parce que vous pensez qu'il n'y en aura pas, pour y en avoir.
Bon, bref. Bon, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé cette édition de l'Open, pour changer. J'étais particulièrement nul sur le premier WOD. Je sais pas, un peu mal au genou et tout, un peu intimidé par le volume de wall ball. Mais j'ai trouvé ça top de me retrouver un petit peu déstabilisé, à me dire, oh là là, il va falloir faire des step-up avec la balle dans les mains. Alors que la balle, elle pèse l'équivalent de la plus petite kettlebell de la boxe. Donc, on nous demande de faire toujours des grands dumbbell step-up avec 2 dumbbells de 22,5. Et là, on était un peu en panique avec une petite baballe. Et du coup, j'ai trouvé ça très très drôle. J'ai trouvé ça très marrant que ce soit Colten Mertens, qui est un athlète de très petite taille, qui emporte cette épreuve un peu comme un pied de nez à bah, nous tous, quoi. Quand on se cache un peu derrière nos excuses pourries de dire ah mais celui-là, je pouvais pas trop réussir parce qu'il y avait ci, parce qu'il y avait ça. En vrai, bah les humains étant pas tous égaux, bah, quand tu es excessivement fit, bah forcément, t'envoies la sauce et ça fonctionne. Euh, le 2, même si c'est celui que j'ai le mieux réussi, je trouve que c'est le plus convenu. Alors je sais que les gens étaient contents parce qu'ils pouvaient faire leur muscle-up et tout, mais quand je dis le plus convenu, bah, c'était finalement celui qui était le moins surprenant dans la forme. Ok, les gens c'est marrant comme les gens ont pu dire que les lunges c'était un problème. Je pense que si les lunges étaient un problème, c'est vraiment que le niveau global de l'athlète en CrossFit n'est pas très élevé et c'est pas un problème du tout de ne pas avoir un niveau très élevé, au contraire. Les poids peut-être pour les scales étaient peut-être un petit peu challengeants, je sais pas, vous pouvez me le dire en commentaire, mais c'est vrai que moi à la boxe, quand je fais passer les athlètes en scaled, bah, parfois même la dumbbell en scaled était vraiment pas évidente alors que les gens avaient plutôt une compétence de gym plutôt correcte. Ce qui est cool, ce qui veut donc dire que il faut qu'ils deviennent plus forts pour qu'ils soient capables de transformer un petit peu l'essai. Euh, et c'est le seul WOD, moi, que j'ai refait 2 fois, parce que je l'ai fait une fois tout seul. Je me suis filmé et avec Loïc, quand on a regardé, on n'a pas trouvé vraiment de moment où j'étais pas en train de récupérer. Donc il a convenu que je devais recommencer. Et je suis vraiment pas un partisan du redo, surtout quand on est coach, parce que j'ai peur que parfois ça envoie un message un peu étrange aux athlètes et qu'on puisse développer chez eux un rapport un peu obsessionnel avec l'entraînement, alors que c'est juste un WOD et qu'on en a rien à foutre, qu'on ait fait 0 muscle-up ou 20 muscle-up, ça changera pas la personne qu'on est. Mais pour le coup, je me suis laissé un peu convaincre, c'est vrai, et je regrette pas. Et c'est un moment cool d'équipe avec Loïc et ma coach Marie. Et voilà. Et le numéro 3, eh bien, c'est celui que j'ai le plus détesté parce que qu'est-ce qu'il était dur. Et c'est donc celui que j'ai aussi le plus adoré parce que qu'est-ce qu'il était bien. Et il était bien parce que c'était tout ce qu'on n'avait pas envie de voir. Il était bien parce que c'était pas convenu. Il était bien parce qu'il mettait vraiment tout le monde d'accord au niveau de son niveau de fitness. Et, euh, et à nouveau, bah, si vous trouvez que le problème dans ce là c'était les thrusters, bah, franchement, vous avez bien de la chance parce que moi et mon petit cœur on va dire, d'insectes, bah, vraiment, on a trouvé que le vrai problème, c'était vraiment les burpees over the bar, hein, vraiment une chier. Et c'était pas évident, mais en tout cas, je regrette pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'Open, a priori, a été vraiment entre guillemets, conçu par Castro. Tous ceux qui étaient en train de se plaindre, de se dire ah, personne ne va le finir, etc., bah, je vous invite à aller regarder la vidéo tournée au range de Dave Castro où on voit les multiples protocoles de tests qu'il a effectués sur ce WOD. Je trouve que c'est une très très belle démonstration de force, quoi. Juste de dire bah ouais, les tout meilleurs du monde vont réussir à le finir, hein. Victor Hofer l'a terminé, Claudia Gluck l'a terminé, Lucy McGonigal l'a terminé, Daniel Brandon l'a refait, l'a terminé, bref, et j'en passe. Donc c'est bien, c'est un vrai challenge pour les tout meilleurs. Et en même temps, pour nous tous, bah ouais, le challenge, ça a pu être d'aller le plus loin possible. Mais c'est pas la première fois que ça nous arrive. Et ça permet même à des athlètes, on va dire traditionnellement RX, de se dire ah ok, bah en fait, il me reste du chemin à parcourir. Et si j'ai été amené à refaire ce WOD dans un an, bah moi, j'aimerais bien ok, finir ou rentrer dans ce dernier bloc ou finir ce dernier bloc. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était vraiment plutôt un bon open. Il y a une petite indiscrétion qui est sortie là sur Internet où Adrian Bozman a l'air de dire que lui s'occupera peut-être davantage, entre guillemets, des quarts de finale. Bon, on va voir ce que ça va raconter, mais je suis sûr qu'en tout cas, pour ceux qui veulent plus de variété de mouvements, et ben rassurez-vous, je pense qu'on va avoir à boire et à manger à ce moment-là. Et puis le dernier point, hein, c'est pas pour défendre à tout prix CrossFit, mais n'oubliez pas que ce dernier WOD, il était convenu dès le départ, qui sera annoncé par exemple à Miami durant Wodapalooza. Et je pense que ça aussi, l'air de rien, ça a eu un impact sur le répertoire gestuel qu'on allait pouvoir être mettre en place parce qu'il fallait que ce soit simple et que ce soit facilement, entre guillemets, actionnable à grande échelle pour une compète où peut-être 2000 personnes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes à Wodapalooza, allaient avoir envie de le passer.
Dans tous les cas, j'espère que vous allez retenir au niveau de l'open, c'est que vous ayez aimé ou pas, que vous l'ayez fait ou pas, vous devez comprendre que l'open, c'est pas un but en soi, quoi. C'est pas une finalité. C'est juste un outil, quoi. C'est un outil à mettre en place, du moins c'est mon opinion, dans les box, euh, pour que les gens découvrent en vérité de quoi ils sont capables, pour que parfois, oui aussi, ils nourrissent des frustrations, mais que cette frustration, si vous avez le bon discours et que vous les épaulez bien, ce soit aussi une opportunité de se dire, ah ouais, bah, ça se passera pas comme ça. Ok, l'année prochaine, cette pull-up, je vais l'avoir. Ce muscle-up, je vais l'avoir. Et puis enfin, ouais, c'est aussi une opportunité bah, juste de rigoler, quoi. De rigoler, de s'encourager, d'être dans l'entraide, parce que un coup je te juge, un coup tu passes, et c'est un ADN qu'on doit, ok, vraiment, vraiment protéger. Autre sujet qui fait un peu l'actualité du CrossFit, pour parler un peu de l'éléphant dans la pièce, eh bien, c'est l'avenir de la compagnie en elle-même. Alors, vous le savez, moi-même bossant pour CrossFit, je suis pas autorisé à dire grand-chose, mais je vous rassure, je ne sais pas grand-chose. En tout cas, ce qui est public maintenant pour tous, c'est qu'on a l'impression que la vente n'est peut-être plus tant que ça à l'ordre du jour, du moins pas immédiatement. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, c'est pas à moi de le dire. En attendant, c'est cool parce que ça fait quand même un petit peu de sérénité. Et on a eu le départ du coup du CEO, ok, Don Fall, il y a de ça quelques jours, qui en tout cas a pu surprendre en attendant que moi personnellement j'avais pas du tout anticipé, mais qui est pas complètement illogique si on considère que c'est un monsieur qui a été mis en place à la sortie du Covid pour essayer de redresser un petit peu la barre du coup au niveau de CrossFit, et qui en plus, bah, mine de rien, il n'a pas eu la vie facile puisque il a dû redresser les choses après le Covid. C'est sous, entre guillemets, sa tutelle qu'on a eu droit à l'augmentation de l'affiliation, peu importe ce qu'on en pense. Et ensuite, malheureusement, suite à l'accident survenu à Lazare du Kitsch, bah, c'est encore à nouveau, mine de rien, une crise qu'il faut être capable de gérer. Donc, c'était pas facile, mais en attendant, moi, tout ce que je peux vous dire de Downfall, c'est que j'ai eu un petit peu l'opportunité de le croiser à 3 ou 4 reprises, et qu'en attendant, c'était un mec très aimable. Je pense que il avait vraiment beaucoup d'affection pour le CrossFit, ça, il n'y a pas de doute. C'était un putain de coureur. J'ai fait un footing avec lui à Lyon. Bah, je peux vous dire qu'il a vraiment dû être dans l'armée parce que, alors peut-être que je suis pas un chamois d'or, mais alors vraiment lui, il courait comme un bouquetin. Et waouh, j'ai vraiment pris une leçon ce jour-là. Donc, euh, donc voilà, maintenant, sa place étant vacante, tout le monde se pose la question de savoir qui va la remplacer. Là, à nouveau, moi, j'ai pas, entre guillemets, mon petit doigt qui m'a dit je ne sais quoi. Il n'y a pas beaucoup de sources d'informations là-dessus. Il y a un article qui a été publié par Barbell Spin, qui est un blog américain sur l'actualité du CrossFit que vous pouvez facilement trouver. Je suis pas un grand fan de Barbell Spin parce que pour moi, tous ces trucs-là, la Morning Shock Up, Barbell Spin, bon, et j'en passe, c'est avant tout des trucs qui sont là pour remuer la merde et chercher tout et n'importe quoi pour faire du buzz. Et en plus, c'est naze. Voilà, bref. Mais bon, néanmoins, pour une fois, l'article est pas mal. Il faut reconnaître, et il donne un certain nombre de pistes de qui pourrait peut-être remplacer le Downfall au poste du coup de CEO de CrossFit. Il évoque à un moment donné Daniel Chaffet, du coup le responsable de CrossFit Louvre et le directeur du French. Euh, En disant qu'à un moment donné, il a même été adoubé par Greg Glassman qui disait bah tiens, j'ai l'impression que ce gars-là, il a les affiliés vraiment dans son viseur. Euh, je ne sais pas, je pense pas en toute transparence, parce que, notamment peut-être parce que Daniel n'est pas américain, bref, j'en sais rien. Mais je ne sais pas si ça arrivera. En tout cas, si jamais ça devait arriver, à mon avis, ce serait vraiment pas la pire des options, parce que pour avoir eu la chance de côtoyer Daniel pendant longtemps, bon, je sais qu'en règle générale, s'il a une idée dans la tête, ok, il va la mettre en action. Et donc, puisque c'est souvent quelqu'un qui développe ok, des visions autour de ses box, autour du French, j'ai aucun doute sur le fait qu'il aurait une vision assez claire pour le CrossFit. Et au final, est-ce que c'est pas ça qu'on voudrait avoir, à savoir un leadership un peu fort et une vision autour de laquelle se fédérer? Bref, je laisse la question un peu ouverte. Mais franchement, j'y crois pas trop.
Il évoque ensuite le fait que ça pourrait être un monsieur qui s'appelle Jay DeKuns, qui travaille déjà pour CrossFit, qui est un monsieur qui a travaillé dans des chaînes en lien avec le yoga, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a contribué à faire du yoga un truc assez mainstream, notamment aux États-Unis. Et aussi, Jay DeKuns, ça fait quelques années qu'il est là. Lui aussi, j'ai eu la chance de le rencontrer 2-3 fois. Pas un mec antipathique, bonne qualité d'écoute. Si vous allez le regarder un petit peu sur Instagram, vous allez voir que lui, pour le coup, du CrossFit, il en mange depuis quelques années qu'il est là, parce qu'il fait que bulker le refrain. Donc voilà, et donc, pourquoi pas, ça a l'air d'être un des mecs sur la liste. Après, ils évoquent le fait que peut-être Berkshire pourrait aller chercher quelqu'un à l'extérieur. Donc Berkshire, si vous ne savez pas qui c'est le nom en fait de l'entreprise, du fonds qui a racheté CrossFit et qui donc pourrait complètement prendre quelqu'un de sa connaissance pour le mettre à la tête de l'entreprise, pour continuer à la faire avancer. Et puis enfin, ils évoquent un nom, Bruce Edwards, qui est un monsieur qui était COO de CrossFit à la belle époque. Ok, non pas qu'elle soit moins belle maintenant, mais vraiment au moment où CrossFit, ça a bien augmenté, ça a bien gonflé en termes de nombre d'affiliés, etc. Enfin, on va dire le moment de la lune de miel du CrossFit. Et COO, si vous ne savez pas ce que c'est, comme moi, parce que vous êtes teubé et que vous n'avez pas fait de MBA ni d'école de commerce, eh bien c'est un directeur des opérations. Donc en gros, vous avez le CEO qui a la vision, qui a le projet, et puis le directeur des opérations, c'est l'homme de main, d'accord, dans l'entreprise, c'est lui qui met en action ça. Donc ça veut dire que par le passé, il a déjà été présent à une époque où il a fait finalement, ou contribué à faire beaucoup de bien à CrossFit. Puis ensuite, il a quitté l'entreprise. A priori, à l'époque où Greg a décidé d'arrêter, entre guillemets, tout ce qui concernait les médias chez CrossFit, c'était une décision qui est assez polémique à l'époque. Et puis, entre-temps, il a travaillé dans d'autres entreprises en lien avec le fitness. Donc, j'ai été regarder un petit peu sur quoi il a bossé. Il a bossé sur une chaîne qui s'appelle... c'est ce qu'on appelle la barre, c'est le fait de s'entraîner avec une barre droite et différents exercices. Je ne veux pas m'aventurer dans des terrains que je ne connais pas parce que ce n'est pas du tout mon domaine, mais c'est vraiment des méthodes d'entraînement assez douces, je dirais plutôt pour les filles, qui pourraient s'apparenter un peu au pilates. Attention, je mets ça avec beaucoup de guillemets, mais si vous regardez un petit peu le branding de la marque, vous comprendrez ce que je veux en venir, où est-ce que je veux en venir. Et donc ça, c'est le premier truc sur lequel il a bossé. Et là, maintenant, il est responsable de la croissance. C'est une chaîne de fitness qui s'appelle Planet Fitness aux USA. Et forcément, c'est pas ma sensibilité ni l'un ni l'autre par rapport à l'entraînement. Moi, comme dirait Marv dans Sin City, moi j'adore le bruyant et le dégueulasse, c'est mon style. Mais en tout cas, ce qu'il y a de cool dans l'une des entreprises, c'est qu'ils ont l'air d'avoir développé un volet en ligne pas inintéressant, et c'est quand même pour une entreprise en 2026 quelque chose qui compte, de générer des revenus en ligne. Et puis ensuite, avec Planet Fitness, ce qu'il y a de cool, c'est que ça a l'air quand même très accueillant dans le discours, etc. Donc si on est dans cette volonté d'aider CrossFit à grandir et d'aider à persuader les gens que vous n'avez pas à avoir peur et qu'ils peuvent rentrer dans la box et qu'on va bien s'occuper d'eux. Et si vous êtes coach ou owner, vous savez que c'est important. En fait, pour moi, c'est des bons signaux. Voilà, donc ce garçon-là, Bruce Edwards, si un jour vous entendez son nom, vous saurez qu'il ne vient pas de nulle part. Et voilà, et je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des gens pour permettre à CrossFit de step up en tant qu'entreprise. Et c'est encore plus cool quand c'est des gens qui comprennent que CrossFit, c'est pas une franchise traditionnelle, mais que c'est vraiment un truc un peu hybride, quoi. C'est une entreprise, c'est une méthodologie d'entraînement, c'est une culture, voilà, c'est un mouvement. Et du coup, je me dis, tiens, pourquoi pas ce mec-là. Mais à nouveau, voilà, affaire à suivre. Mais si vous cherchez un petit peu les noms, a priori, ce qui circulerait, c'est ça. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le mec de Barbell Spin. Dans les autres questions qui m'ont été posées, et promis, on n'est pas loin de la fin de ce podcast, il y a beaucoup de questions vis-à-vis du French. Alors, moi, le French, cette année, j'y travaille, mais je m'occupe surtout de la partie broadcast. Donc, c'est-à-dire on discute toujours, on travaille toujours avec tout le reste de l'équipe d'une manière assez étroite, mais ce serait mentir que de dire que c'est moi qui fais la plus grosse partie du boulot, c'est absolument pas le cas. C'est vraiment beaucoup Jordan Seriani, le directeur de l'event, Daniel forcément qui a le dernier mot sur beaucoup de choses.
David qui s'occupe de toute la partie sportive et qui travaille du coup assez proche de l'équipe des Games, puisque cette année on est une demi-finale officielle. Et après, il y a énormément de travailleurs de l'ombre, tous les coachs qui se tapent les vidéos, les gens qui vont expérimenter les WOD, etc., qui font bien plus que moi, ou ceux qui s'occupent de gérer les partenaires, etc. Bref, il y a beaucoup de travail ingrat au sein du French. Et moi, pour pas vous mentir, je trouve que j'ai plutôt le beau rôle pour changer parce que ma partie, elle est finalement assez cool. S'occuper de l'animation du live, j'espère que vous serez nombreux à regarder. D'ailleurs, sur YouTube, là, quand on va se retrouver à la mi-mai. Mais en tout cas, les choses avancent bien. Ça va être, à mon avis, une super belle édition. Je vous le dis, les places, elles vont tomber là, sans doute le jour ou le lendemain de la publication de ce podcast. Allez les prendre en early bird pour deux raisons. La première, c'est qu'après l'augmentation des tarifs, elle est conséquente. Euh, et, euh, et la deuxième, c'est simplement parce que il y a que 4000 places en fait dans l'arène et que 4000 places, si on se retrouve avec une fréquentation qui ressemble à celle qu'on a pu connaître à Lyon, eh ben on pourrait être complètement full. Donc n'hésitez pas, soyez réactifs, ok, prenez vos places le plus vite possible et soyez aussi attentifs parce que je sais qu'il y aura quand même des réductions, des incentives, notamment pour la véritable communauté du CrossFit, à savoir les affiliés, les coachs et les pratiquants. Donc allez vraiment jeter un coup d'œil. Euh, et voilà, et en tout cas, ça va être vraiment une belle bataille. Si vous ne le savez pas, comprenez que ça va se passer à Tremblay en France, donc finalement juste à côté de Paris, à 12 minutes porte à porte, ok, du RER pour ceux qui viendraient en transport. Pour ceux qui viendraient de province, c'est quand même du coup les coins d'Île-de-France où c'est pas le plus difficile de trouver des logements pour pas trop cher. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Et le French Rodon qualificatif pour les CrossFit Games chez les hommes, chez les femmes, chez les équipes et dans toutes les catégories de master représentées, ce qui veut dire que vraiment, il va y avoir de belles batailles ok, à observer. L'arène est toute neuve, elle est vraiment top. Les athlètes, quelle que soit leur catégorie, vont avoir l'opportunité de tourner sur les deux floors. Donc ce sera vraiment un gros event. Et j'espère qu'avec ce retour en région parisienne, bah voilà, on va revivre des choses aussi belles que ce qu'on a pu faire ces dernières années, si ce n'est mieux. Et ça se présente vraiment bien. Il y a eu deux, trois, forcément comme d'habitude, deux, trois péripéties que vous avez peut-être vu passer. La première péripétie, c'est lorsque apparemment quelqu'un a sous-entendu que les votes de qualif avaient pu fuiter. Alors bon, heureusement finalement il n'en était rien. Il y a des choses qui ont fuité, malheureusement, proches ok, des votes définitifs, mais finalement pas les bons, et c'est une très bonne chose. Alors, c'est pas moi qui vais faire les grandes investigations et Cluedo pour savoir d'où est-ce que ça vient, de qui, de quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la personne qui a été celle qui en a parlé en premier, entre guillemets, de ces fuites, bah, apparemment, elle avait ces informations depuis 2 semaines au moment où elle l'a énoncé. Et c'est dommage parce que c'est quelqu'un aussi que j'ai pu croiser une fois ou deux, à qui j'ai serré la main, avec qui j'ai discuté. Et voilà. Et donc, c'est toujours le choix entre faire du négatif ou faire du positif. Faire du positif, ça aurait été de dire, hé les gars, excusez-moi, mais j'ai entendu une rumeur persistante comme quoi les WOD de qualif, ce serait ça et ça. Alors, je sais pas si c'est vrai et je m'en fous. Mais en attendant, si jamais c'est vrai, bah, je vous le dis, comme ça, vous avez le temps de changer votre fusil d'épaule. C'est pas le choix qu'a fait cette personne. Elle a préféré prendre le chemin de la tentative de polémique qui est tombée à plat, parce que heureusement que la communauté du CrossFit, eh bien, elle est plus intelligente que ce qu'on croit et qu'il y a certains sujets quand même dont elle n'a pas grand-chose à faire. Et c'est pas mal pour le coup. Et moi, j'étais du coup agréablement surpris. J'ai trouvé ça chouette. Mais donc voilà, c'est la première péripétie. Mais au final, bon, du coup, on n'a pas changé les WOD. On a fait un super tournage pour les WOD de qualif en Belgique. Et tout était pour le mieux. Et j'espère que vous avez kiffé ces qualifications. Et pour tous ceux qui, malheureusement, n'ont pas réussi à se qualifier dans la catégorie qu'eux, ils souhaitaient, eh bien, on est désolé. Faites gaffe, il y a une catégorie open qui est en train de sortir un petit peu le bout de son nez. Peut-être l'opportunité pour vous, ok, de prendre un wagon de rattrapage. Je dis ça, je dis rien. L'autre move du French, eh bien, ça a été quand même de prendre une décision assez drastique vis-à-vis des beginners. On l'avait évoqué lors d'un podcast avant même le début des qualifications. On voulait vraiment que cette KT soit une KT pour les gens qui sont, entre guillemets, des véritables débutants dans l'univers de la compétition du CrossFit. Et soit le message n'est pas passé, soit
soit on va dire l'habitude un peu insidieuse qui s'était faite au sein du French, où parfois c'est vrai que les catégories, elles sont particulièrement spicy, on va dire, euh, à amener les gens à prendre des mauvaises, entre guillemets, décisions, ou en fait à ne pas comprendre quel était le projet de cette catégorie. Mais en tout cas, moi je suis très content de cette décision qui a été prise. Et je tiens à dire que c'est vraiment, j'espère, une décision aussi qui va aider les honneurs de salle à embarquer les gens dans le French. Le French, c'est une réussite tous les ans, mais ça fait 14 ans qu'on est là et ça devrait être un truc qui fait gigoter toutes les box de France. Bon, je force un peu, hein, je vends ma salade. Mais, mais en attendant, voilà, quelque chose dans lequel les gens sont contents auquel les gens sont contents de prendre part. Et du coup, pour nous, avoir cette catégorie beginner, c'était aussi voilà, dire au honneur, les gars, on a compris, on veut vraiment vous aider à utiliser le French comme étant une opportunité positive de faire découvrir des choses autour du sport de CrossFit pour ceux et celles que ça peut intéresser, que vous avez envie de dynamiser, de challenger. Donc j'espère que ça a été compris comme ça par la communauté. Et le dernier point qui était un petit peu peut-être houleux, eh ben, c'est la wildcard offerte à Roman Krenikov. Euh, j'ai entendu plein de théories plus débiles les unes que les autres, genre pot de vin de je ne sais pas quoi pour qu'il puisse avoir sa wildcard et tout. Bon, comme si Roman Krenikov il avait besoin de wildcard pour se qualifier à une demi-finale des Games, quelle qu'elle soit, hein, en ligne ou en physique. Non, la vérité, c'est que je pense que quelque part, on est quand même assez redevable à Roman Krenikov. Moi, j'y étais pas, mais apparemment hyper cool avec l'équipe du French lorsqu'ils se sont déplacés à Cookville pour faire le tournage des WOD de qualif. Il a donné de son temps, etc. Et il a vraiment été dans l'échange malgré la barrière de la langue, parce qu'il faut quand même rappeler que ils parlent pas tous la même langue, ces gens-là. Donc Roman qui va parler, Roman qui a peut-être un anglais approximatif, qui va parler avec David qui a un anglais approximatif, ça peut donner des trucs un peu marrants. Et donc au final, le fait qu'ils reçoivent une wildcard, bah, je pense que c'est finalement un juste retour des choses. C'est sûr que ça rend parfois les choses plus dures pour forcément les autres athlètes d'un niveau élite qui cherchent à se qualifier aux Games. Mais je tiens à dire qu'il y a des compètes qui sont entre guillemets, des compètes qualificatives, comme par exemple les Mayhem classiques, où tous les spots sont sur invitation. Il n'y a que des wildcards. Ok. Donc là, c'est juste que les gens ont été surpris parce qu'il y avait un système de qualif, mais dans le rulebook, on avait dit qu'on se réservait le droit, entre guillemets, d'inviter qui on veut. Et quand je dis qu'on lui est redevable, c'est que je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, en termes de spectateurs, je suis bien content si Roman Krenikov il ramène sa fraise à Paris. Là, je me dis qu'aux côtés des Victor Hofer et autres, ça va faire des super belles bagarres. Et bien sûr, si vous êtes un athlète de haut niveau qui se bagarre fort pour aller loin dans le CrossFit, bah oui, je suis complètement conscient que vous ne serez pas d'accord avec moi. Euh, mais en attendant, pour le spectacle, pour le plaisir, et puis aussi quelque part, si vous connaissez un peu l'histoire de Roman et le nombre de fois il n'a pas pu faire les Games, soit à cause d'une blessure, ça n'a pas empêché de faire les Games, la blessure s'empêche de les gagner, mais en tout cas pour un revue de visa ou autre, ça par contre ça lui est arrivé, bon parfois, parfois la roue elle peut tourner dans le bon sens, et ce serait peut-être pas plus mal, ok, pour ce gars-là. Dernier sujet qui va peut-être devenir un truc récurrent dans le podcast du Shaker Show avant de vous laisser partir. Il y a quand même plein de gens qui m'ont dit ouais, ben nous, ce serait bien qu'on parle vraiment de CrossFit et peut-être que tu pourrais aussi aider un petit peu les gens qui sont débutants, qui sont intermédiaires à vraiment progresser, à vraiment comprendre l'entraînement. Et je me suis dit, ouais, tiens, c'est vrai, c'est marrant ça. Ça va faire 14 ans que je coach le CrossFit et j'ai jamais pris de temps au sein du podcast pour expliquer ce genre de choses. Sans doute parce que j'étais trop occupé à soit découvrir des invités, soit raconter des conneries. Et si vous êtes encore là pour l'entendre, c'est quand même pas mal. Et donc je me suis dit, tiens, ça pourrait devenir un rendez-vous un petit peu récurrent, en plus des recommandations culturelles de fin d'épisode. Et donc aujourd'hui, c'est peut-être plus pour les coachs que pour les pratiquants, parce que je pense que si vous en êtes là dans votre pratique, vous écoutez pas encore le podcast du Shaker Show, et vous avez tort. Mais le sujet que je vais aborder, c'est le box jump. Ok. Le box jump, c'est sans doute le mouvement le plus effrayant pour un débutant, et c'est aussi, il faut bien le dire, l'un des mouvements dans lequel il y a plus de bobologie, ok. Ou accidentogène, on peut dire ça comme ça. C'est l'un des plus effrayants pour un débutant parce qu'on peut toujours croire que c'est la marche sur les mains et le snatch ou le ring muscle up, mais la vérité c'est qu'un véritable débutant, déjà se suspendre à la barre pour lui c'est pas évident, donc se voir en train de faire des ring muscle up c'est pas tout de suite, mais le box jump est un truc
qu'il se dit sans doute pouvoir appréhender. Et c'est souvent le fait d'avoir peut-être un mode de vie un peu sédentaire ou de pas avoir fait de sport depuis longtemps ou de plus jouer avec son corps, comme on peut le faire quand on est plus jeune, qui va en fait, lui faire un petit peu un refus d'obstacle, OK? Comme un cheval, désolé la comparaison est malheureuse et du coup, c'est de l'enjeu toujours pour les entraîneurs et moi, il y a quand même un coach de CrossFit, je vais pas dire qu'il m'inspire, mais en tout cas, lorsque je lis ce qu'il écrit, je trouve que souvent c'est plein de bon sens. C'est un mec qui s'appelle Adrian Conway. Si vous le suivez pas sur les réseaux, je vous conseille, entre guillemets, de le suivre. Ce sera toujours mieux que certains autres mecs qui partagent du contenu qui est pas fou. Alors lui aussi, hein, prêche pour sa paroisse, hein, il doit avoir sa prog à vendre, son sucre, son ça. Mais il dit plein de choses un petit peu intéressantes. Et moi, c'est vrai que je m'en inspire souvent. Et notamment, on discutait du box jump et de comment l'adapter. Et donc le box jump, si vous êtes coach, bien sûr auprès de vos athlètes, notamment s'ils ont un âge un petit peu avancé et qu'il y a des sujets autour de l'ostéoporose ou l'ostéopénie, euh, sacrifier le saut est complètement une opportunité. Donc travailler sur des step-up et des step-up peut-être avec des hauteurs relativement basses peut être une très bonne idée. Et puis ça peut aussi commencer à rétablir entre guillemets des capacités d'un côté unilatéral. C'est-à-dire faites vous-même l'expérience, hein, même si vous êtes très fit, faites des step-up et des step-down à gauche et à droite et vous verrez qu'il y a quand même un côté que vous préférez à l'autre. Ce qui montre, si c'est le cas chez quelqu'un de très fit, c'est d'imaginer comment c'est quelqu'un qui l'est moins. Euh, Par contre, si finalement vous êtes avec des gens que vous entraînez souvent, moi, la recommandation que je peux vous faire, si vous êtes conscient qu'ils ont un niveau de capacité initial, bah, c'est quand même de comprendre que faire un step et faire un saut, bah, au final, c'est pas la même chose. Ça peut être un très bon moyen, ok, de prendre confiance avec l'objet, mais d'un point de vue, on va dire, métabolique, physique, dans ce qui se passe dans le mouvement, c'est quand même pas pareil. Et donc, moi, ce que je vous recommande véritablement de faire, c'est de toujours trouver un moyen d'intégrer une notion de saut. Et donc là, dernièrement, dans la programmation là, pour salle affiliée que j'écris, euh, quand on met des box jump, très souvent, ok, on ne le fait pas tout le temps parce qu'il faut varier les options, mais très souvent, ce que je recommande de faire pour les gens qui n'ont pas encore le box jump, bien sûr, ils peuvent le travailler dans le skill, ok, aller aussi loin que possible dans les progressions, quand l'entraîneur il explique comment faire le mouvement, mais en tout cas, quand il s'agit de trouver la bonne option pour l'entraînement du jour, surtout pour conserver une forme d'intensité, bah, je recommande souvent le saut, mais ce qu'on appelle le broad jump. Donc, c'est-à-dire un saut en longueur, plus ou moins. À pieds joints, ça n'a pas besoin d'être un saut de 3 mètres de long, ça peut être juste ça peut être par exemple deux démarcations entre des tapis au sol, deux références que vous faites avec du tape ou j'en passe, mais simplement pour conserver cette notion de saut, notamment sous intensité, comme ça il y a on va dire un côté accidentogène qui est beaucoup moindre, il n'y a pas de peur de la blessure ni quoi que ce soit. Et ensuite, une fois que cette capacité à sauter, elle est davantage là, trouver le moyen effectivement de réintégrer un doux mélange entre des step-up et des sauts au fur et à mesure, entre guillemets, dans les box. Mais en tout cas, mon conseil, pour ceux qui coachent, quand vous avez du box jump, oui, on fait faire la progression à la personne, des step-up, des step-down, sauter sur un disque, peut-être se laisser tomber d'une boîte basse pour se rendre compte de la hauteur. Mais ensuite, quand on veut aller vers de l'intensité, si on n'est pas confiant sur la capacité de la personne à sauter sur l'objet, qu'on a peur de l'accident ou de la blessure, eh bien dans ce cas-là, on commence par faire des broad jumps. C'est une super option. Et voilà. Et ben écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Putain, c'est incroyable, hein. Tous les gens que j'insupporte à longueur d'année parce que j'arrête pas de jacter vont dire bah alors là, bravo, hein, 52 minutes sans arrêter de l'ouvrir, Margerin, t'es un champion du monde. J'espère que cet épisode n'aura pas été trop soporifique pour vous. C'était un petit peu une mise à jour et une manière aussi pour moi de me remettre le pied à l'étrier pour relancer cette chose qui me tient très à cœur, qui est le podcast du Shaker Show. Comme d'habitude, avant de vous quitter, je vous fais quelques petites recommandations. Une petite recommandation culturelle. Cette recommandation culturelle, elle n'a rien de culturel, elle est très fun. Mais véritablement, si vous en avez l'occasion, allez regarder la dernière série produite par Guy Ritchie sur Amazon Prime sur la jeunesse de Sherlock Holmes. C'est complètement fictif, mais c'est assez jouissif, c'est vraiment très cool. Et s'il y a des boomers parmi vous qui sont pas loin d'avoir mon âge, donc des mecs des années 80, allez peut-être redécouvrir ce vieux film de Steven Spielberg qui s'appelle Sherlock Holmes et le secret de la pyramide, qui lui aussi raconte un petit peu la jeunesse de Sherlock Holmes. Vraiment, c'est un petit bijou, c'est un petit peu un mélange entre Sherlock Holmes, les Goonies et Indiana Jones, donc ça vaut vraiment la peine. Et, euh, et le dernier point, c'est si vous en êtes toujours là,
dans le podcast. Et ben, si vous voulez me rendre un grand service, s'il vous plaît, j'ai un copain à moi à qui j'aimerais faire un vrai clin d'œil. Ok, son nom c'est Fred Monpeau. C'est un très très grand entraîneur de bodybuilding et de musculation que moi je connais depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Il y a une interview de moi et de Fred qui est disponible d'ailleurs sur le Shaker Show, quelqu'un d'excessivement gentil. Et donc, si vous voulez me rendre service, j'aimerais beaucoup qu'au travers de votre compte Instagram, vous lui envoyiez un message, ok, et juste écrivez sur ce message: retourne bosser, on t'attend. Si vous êtes capable de faire ça pour moi, ok, je ne sais pas combien de personnes vont le faire sur les gens qui vont écouter le podcast, mais je serai hyper content. Donc je le répète, retourne bosser, on t'attend. C'est important qu'il y ait cette formulation et c'est une manière pour moi qu'il sache que je pense voilà, très fort à lui parce que bah, moi aussi j'ai des entraîneurs qui m'ont impacté et Fred en fait partie. Voilà les gars, merci d'avoir écouté jusque-là. C'était le premier épisode du Shaker Show de cette saison 2026. Je vous dis à tout bientôt. Ciao.